Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence organisée par l'équipe de l'Export Auvergne-Rhône-Alpes, booster votre croissance à l'international. Alors l'équipe Export Auvergne-Rhône-Alpes, c'est donc une construction collective. Elle a été créée à l'initiative de l'État, de la région, de la CCIR, avec Business France, avec BPI, avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, l'OSCI, les conseillers du commerce extérieur de la France et les deux syndicats patronaux, CPME et MEDEF. Je suis Florent Beltête, directeur de l'international à la Chambre de commerce et industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes, et je co-animerai avec Olivier Pageron, délégué régional de Business France, cette conférence. Donc, sans plus tarder, afin de lancer cette conférence, j'invite Madame Annabelle André-Laurent à venir nous rejoindre. Madame André-Laurent est vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée aux entreprises et au développement économique. Bonjour à tous. Alors merci de m'accueillir parmi vous ce matin. Je voudrais saluer les services économiques de la région, saluer l'agence régionale aussi de développement économique avec sa directrice Cécilia qui est présente. Mesdames et messieurs, donc je suis ravie effectivement d'ouvrir cette journée ou ces tables rondes. Un petit point d'abord sur la présentation de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle, plus de 500 000 salariés dans l'industrie. Première région dans le secteur de l'automobile, une région extrêmement dynamique et forte dans tout ce qui est biotechnologie, pharmaceutique, agroalimentaire, aéronautique. Première région dans le domaine du tourisme aussi, avec aussi sur notre région des atouts exceptionnels, des laboratoires de recherche, des universités. Donc une région extrêmement dynamique, extrêmement variée, qui a tout pour accueillir des entreprises innovantes et également dynamiques et pour vous accompagner au niveau de l'export. Deuxième région de France en termes de PIB, quatrième région européenne. Donc je vous le disais, attractive, dynamique. Notre région représente 13% des exportations de la France. Notre rôle, nous, Auvergne-Rhône-Alpes région, c'est de vous accompagner, d'accompagner les entreprises, les créateurs de richesses et créateurs d'emplois que vous êtes, alors sur différents niveaux. D'abord, en travaillant à l'attractivité de notre région. Bien évidemment, plus une région est attractive, plus la région accueille des entreprises, plus la région dynamise son tissu économique. Donc l'attractivité, c'est aussi travailler sur la formation. Lorsqu'on met des formations ou qu'on finance ou qu'on ouvre des formations efficaces et qui répondent aux besoins des entreprises, ça vous permet aussi de recruter des personnels hautement qualifiés et qui répondent à tous les métiers en tension. La formation était bien évidemment une de nos compétences prioritaires. Donc je vous disais, notre rôle, c'est de rendre le territoire attractif et c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement, dans leur innovation. Nous souhaitons que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit la première région de France en termes de création d'emplois et la première région de France en termes d'industrie du futur. Accompagner nos entreprises, donc, c'est organiser, être présent aujourd'hui sur des salons sous une même bannière pour pouvoir créer des réseaux, pour pouvoir créer des liens. C'est aider les entreprises dans des aides ou des démarches collectives, également à travers nos clusters et nos pôles de compétitivité. C'est apprendre le chasser en meute, tellement important lorsqu'on veut se développer et exporter. C'est aussi les aides individuelles qu'on met à disposition de nos entreprises, qui peuvent être des subventions, vous aider à l'investissement, un accompagnement, des conseils. C'est tout ça. L'Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'agence et les services, nous sommes à la disposition de nos entreprises pour les aider dans leur développement et dans leur performance. Et l'export, avec un budget conséquent au niveau de la région pour pouvoir accompagner nos entreprises à l'international, avec un accompagnement complet, des dispositifs que vous verrez, parce que je crois qu'il y a plusieurs entreprises qui viennent témoigner et qui ont pu aussi, j'allais dire, utiliser ces dispositifs dans leur démarche à l'international. Donc, une offre pour le démarrage, Go Export, un accompagnement à l'étranger avec le plan de développement international, une aide aussi à la structuration des ressources humaines, une aide au recrutement d'un cadre, une aide au volontariat international en entreprise. Voilà, beaucoup de choses qui permettent à nos entreprises de tester, de valider les marchés, de prospecter, de vendre, de s'implanter aussi directement sur des marchés à l'international. Donc la région est un des partenaires indispensables pour le développement économique et l'international de nos entreprises. Alors j'allais dire, on est dans une conjoncture plutôt favorable, avec une vraie confiance, le retour de la confiance des entreprises, la création d'emplois, une vraie dynamique.
Nous sommes là, je vous le disais, en tant que partenaires, avec un vrai travail en réseau, un vrai travail transversal. Et tous ensemble, nous sommes, je crois, les meilleurs ambassadeurs de la région. Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de travail pour pouvoir, je l'espère, créer de nombreux emplois et un vrai développement à l'international après ces journées d'échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, je vais rappeler, voilà, en quelques mots, en fait, l'objectif de cette conférence qui se veut pragmatique, qui veut illustrer du coup le parcours à l'export des entreprises et les accompagnements proposés par les différentes institutions. Donc ce ne sont pas les partenaires qui ont été évoqués, qui sont membres de l'équipe, qui vont dérouler l'ensemble, je dirais, de l'arsenal à disposition. Nous allons faire parler les entreprises, donc ce sera beaucoup plus parlant et elles pourront expliquer au travers de leur parcours quelle a été l'utilité de ces différentes aides. Alors j'appelle du coup à nous rejoindre les dirigeants des entreprises, donc à commencer par Monsieur Poligny de la société Semco, Madame Cremona Knockert de la société Santévet, Monsieur Strazeri de Tecofi et enfin Monsieur Pain du Joint Technique. Installez-vous où vous le souhaitez. Voilà. Alors, cette conférence, du coup, tourne autour de différentes thématiques sur la notion de parcours qu'une entreprise peut emprunter pour son développement à l'international. Rapidement résumer une partie préparation avant d'entamer une prospection, la notion de parrainage qui sera aussi donc déclinée, le financement qui est un point essentiel, cela a été évoqué en introduction, et bien sûr l'aspect chassé en meute, et on verra tout l'aspect mission collective. Pour l'aspect préparation, je passe directement la parole à Monsieur Poligny, société Semco, société basée à la Tour du Pin, spécialisée dans l'aménagement urbain, créée en 1986. Vous affichez aujourd'hui donc un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros. Je crois que le prévisionnel, ce qui est prévu cette année, est beaucoup plus conséquent. Vous allez avoisiner donc les 5 millions de chiffre d'affaires. Vous ciblez plusieurs pays à l'export, tels que la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et le Maroc. Et donc j'aimerais, en fait, au travers de votre témoignage, que vous expliquiez comment ça a démarré, comment vous avez bâti vos stratégies et quel a été notamment l'apport de la Chambre de commerce et d'industrie avec l'outil GoExport que vous avez utilisé. Alors, bonjour. Il faut mettre... Oui, pas allumé. Ah, si. Bien près. Allô? Oui, bien près de la bouche. Voilà. C'est bon? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'expliquait juste en introduction, nous sommes une société basée à la Tour du Pin en Orisère et notre activité, c'est le mobilier urbain, mais le mobilier urbain comporte 11 familles. Nous, on n'en couvre que quelques-unes. On a tendance à vouloir grossir puisqu'on est en phase de croissance externe et on est très spécialisé dans 2 domaines d'activité. D'abord, le premier, c'est le contrôle d'accès dans l'espace urbain. Donc, on aide à la mobilité, à rendre plus agréable pour que les différents usagers cohabitent ensemble de façon intelligente, durable et sécurisée. Et la deuxième activité du groupe, qui est beaucoup plus que je dirige, qui est beaucoup plus électronique, c'est de la gestion de parking intelligent sur voirie. Mais l'objet n'est pas la nature des produits et des activités sur lesquels on évolue, c'est plutôt pourquoi l'export et comment on a entrepris cette démarche-là. Alors premièrement, juste pour situer, je ne suis pas le créateur de l'entreprise, c'est un groupe de sociétés que j'ai racheté il y a quelques années maintenant et que j'ai souhaité donner, à laquelle j'ai souhaité donner un essor qui est beaucoup plus important. Justement, vous citiez, même s'il y a une embellie, on entend beaucoup parler de crise, notre PME pour l'instant ne connaît pas la crise et on est en croissance importante et d'abord le premier vecteur, c'est d'abord, on est une société innovante. Pour une PME de notre taille, on a plus de 17 brevets. C'est quelque chose d'important, quelque chose qui a un coût, mais quelque chose aussi qui nous protège et qui nous permet de nous démarquer, d'avoir des marqueurs forts
mais pour asseoir notre stratégie, on a souhaité élargir notre terrain de jeu. Et le terrain de jeu aujourd'hui, nous sommes concepteurs, fabricants et distributeurs de nos produits. C'est le monde entier. La seule limite, c'est nos limites financières ou nos limites intellectuelles, que sais-je. Premièrement, ce qu'on a cherché à faire, c'est de partir à l'export, parce qu'on travaille déjà un tout petit peu à l'export, mais pas de façon volontariste, c'est-à-dire qu'on a des clients qui nous questionnent, et puis c'est vrai que sur un papier, on peut dire on fait tant de % à l'export. Sauf que ça, on ne manage pas du tout, on ne maîtrise pas du tout tous les vecteurs qui vont nous permettre de faire une croissance durable, comme peut le faire notamment l'innovation. Donc, avant tout, j'ai consulté l'ensemble de nos salariés pour que les personnes soient prêtes aussi à des projets, et j'ai utilisé ce vecteur pour en faire un projet d'entreprise, pour que les personnes soient fières d'avoir une société qui affiche de la croissance, qui affiche de l'innovation, une capacité d'innovation, et qui affiche bientôt la possibilité de bandir notre belle bannière française à l'export. Et donc, mais au lieu de le faire de façon très opportuniste, on le fait de façon stratégique, avec des mix produits, des mix pays aussi, parce que tout n'est pas exportable, toute notre gamme de produits. Il y a des produits qui voyagent mal ou qui voyagent de façon trop chère, donc on a une stratégie pour chaque... la démarche Go Export a permis justement d'apporter cette structuration qui est si importante et qui doit nous garantir une réalisation pérenne de nos résultats. Après, je ne sais pas si c'est en détail, je pense avoir déjà été un peu long quand même, donc non, je ne sais pas si... par le biais de la CCI, donc je suis entré en contact, et surtout, même si j'ai une carrière basée, qui a travaillé énormément à l'export, quand on a à le faire de ses petits doigts, en tant que chef d'entreprise, c'est pas du tout le même exercice, surtout quand on joue avec son argent. Quand j'étais salarié dans des grands groupes, je faisais mon travail sérieusement, mais les enjeux n'étaient tout simplement pas les mêmes. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que la Chambre de commerce, alors bien sûr assistée d'un expert privé dans le domaine de l'international, vous a aidé, je dirais, à structurer votre démarche plutôt que de vous baser sur une politique un peu opportuniste. Oui, et surtout nous avoir amené de la méthodologie dans le choix des pays, parce qu'on peut l'avoir, on citait évidemment la proximité, dans un premier temps, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, j'ai déjà entamé des discussions avec le continent nord-américain. Je rentre du Canada il y a une quinzaine de jours. Je visitais le CES. Je devais notamment exposer sous la bannière Business France au CES cette année, en 2018. Je ne le fais pas parce qu'on est en train de réaliser une croissance, une opération de croissance externe, donc je ne peux pas être de partout. On est dans une PME, hein. Même si on est bien structuré, c'est pas sans fin. Donc c'était tout simplement pas le bon moment. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre des marqueurs forts à l'international. C'est-à-dire que quand on se développe, les personnes savent déjà bien faire leur travail. Donc ils ne nous attendent pas de façon comme si on avait eu l'innovation qui va révolutionner le monde moderne, hein. On arrive avec des solutions et il faut avoir gagné leur confiance. Voilà, donc. Merci beaucoup. On peut simplement rappeler que le programme Go Export, donc, dont la coordination et le fonctionnement est assuré par les chambres de commerce et d'industrie, est bien sûr hautement subventionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous nous avez dit, vous avez été actif en 2017, hein, puisque CES Las Vegas, Canada, Maroc aussi, si je ne m'abuse. Peut-être un mot pour les chefs d'entreprise présents en termes d'opportunités de pays. Ces 3 pays que vous recommanderiez, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à votre produit, ou un peu votre ressenti sur ces pays et votre pré-prospection là-bas? Il y a toujours de l'intuition. L'intuition, je suis très méfiant avec l'intuition parce qu'elle c'est un des éléments qui nous aide. Ensuite, il faut de la méthodologie. Alors, il y a certains chefs d'entreprise ou entrepreneurs qui n'agiront un peu plus sur du ressenti. Moi, j'aime couvrir l'ensemble du panel.
Je suis d'abord un scientifique, donc j'aime apporter la preuve. Je ne me fie pas que sur de l'irrationnel, mais de temps en temps, il faut une dose aussi, parce que les pays ont été choisis par rapport à l'attractivité, accessibilité, et ça a été vraiment le programme Go Export qui nous a permis de l'avoir. C'est-à-dire qu'il faut un pays en croissance, mais un pays en croissance, si il est trop loin, si culturellement il est trop éloigné, l'accessibilité n'est pas simple. Donc il faut savoir que ce sera très long. Et est-ce que vous avez les moyens? Il faut quantifier, il faut faire le plan, il faut le challenger. C'est un plan, nous on a fait un plan sur 5 ans, mais le vrai plan il est sur 3 ans. Et les premiers éléments, on le fait. C'est-à-dire que moi, mon agenda à l'export, il est programmé sur 3 ans avec, on ne va pas dupliquer, je ne vais pas ouvrir 70. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire à l'export? Donc, je ne vais pas ouvrir 70 filiales comme ça, j'en ai pas les moyens. Donc, ce sera 3, plus 3, plus 3. Et ça, c'est un programme annuel. Mais je jette quand même l'œil sur d'autres pays parce que le jour où je vais arriver, je parle le kilomètre départ arrêté. Et quand on le parle lancé, ce n'est pas du tout le même timing. Donc, j'ai pris date pour l'Amérique du Nord. Je sais que ce sera peut-être, certainement dans 2-3 ans, mais je suis déjà prêt. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité, une fenêtre de tir avant, j'ai déjà pris présence sur le continent nord-américain, par exemple. Mais le Maroc offre des opportunités fantastiques aussi. Et là, vous vous appuyez sur les réseaux. Ça a été notamment le cas donc, de Business France sur les USA, la Chambre de commerce française au Maroc. On a la chance en France, on est beaucoup dans la sinistrose, on a des appuis fantastiques à tous les niveaux. Je veux dire, aujourd'hui ils ne sont pas présents, mais BPI, c'est un levier qui Si, ils sont là, René lève la main, on va en parler juste après. Un peu plus tard, oui, mais pas que financement. Le financement est une chose, les subventions sont une chose, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, moi je cherche d'abord de la qualité, je ne cherche pas des subventions. Je ne cherche pas à tout prix, bien sûr, tout peut arriver et c'est bien, mais ce n'est pas mon but ultime. Voilà. Et les CCI ont des personnes fantastiques qui travaillent, ils ont des programmes aussi tout aussi intéressants. Il faut se faire un peu violence, on doit être capable de présenter des projets cohérents, d'accepter d'être challengé aussi par les équipes. Ils nous disent là on n'est pas d'accord, etc. Et on n'a pas tout on détient pas tout. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors vous avez utilisé donc les services de la Chambre de commerce pour l'amorçage, appuyer sur les réseaux à l'étranger pour accélérer et faciliter la mise en relation avec des contacts potentiels. J'aimerais juste ajouter peut-être un point justement sur cette partie prospection. Un outil qui peut booster la présence d'une entreprise sur le terrain, qui est le volontariat international en entreprise, le VIE, qui est un outil de ressources humaines. Alors on a l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec la société Tecofi, mais pour la dimension prospection, le VIE peut permettre à une entreprise donc d'avoir une ressource supplémentaire pour, j'irais, dans des conditions contractuelles avantageuses au niveau fiscal. Et je souligne que la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis cet été, donc, constitue un levier très intéressant pour les entreprises nouvelles utilisatrices du dispositif, puisqu'il y a un financement à hauteur de 50% de ce contrat. Donc on aura l'occasion de toute façon pour développer l'ensemble de ces outils, de prolonger l'échange sur le stand à l'occasion du salon. Mais c'est important de citer le VIE comme étant un système pour booster sa croissance. J'oubliais juste, je crée un VIE au Canada en 2018. Excellente nouvelle, merci. Tout est bien. Deuxième société, et on remercie vraiment les chefs d'entreprise d'avoir pris leur temps de venir. Alors on va changer un peu de secteur. Donc on accueille Valérie Crémonac-Nocart de la société Santé Vet, alors qui est responsable du développement international et également conseiller du commerce extérieur de la France. Dans tout ce qu'a dit depuis tout à l'heure Olivier, les chefs d'entreprise, on retrouve beaucoup d'aides que peuvent apporter gratuitement. Philippe me regarde gratuitement les conseillers du commerce extérieur de la France. Donc pour reparler de Santé Vet, donc ça a été fondé à Lyon en 2003 par Jérôme Salor, et Santé Vet est le leader français de l'assurance santé pour les animaux de compagnie.
Vous avez un chat, vous avez un chien, voilà, c'est ça les clients. Sa vocation est de permettre au plus grand nombre d'accéder aux meilleurs soins vétérinaires qui peuvent coûter très cher. Aujourd'hui, l'entreprise compte 135 collaborateurs et avec un chiffre d'affaires en forte croissance. Et donc, au niveau de l'international, on peut parler de la Belgique depuis 2015 et de l'Espagne depuis 2017. Alors, quand vous avez voulu vous lancer à l'international, vous aviez, je crois, des interrogations de plusieurs ordres. Et comment et quels acteurs ont pu y répondre, Valérie? Oui. Oui, alors effectivement, nous avions des interrogations qui étaient de deux ordres. C'était d'une part de bien comprendre en fait le rôle de chacun au sein de l'équipe Rhône-Alpes de l'export. Et d'autre part également, nous avions le souhait de nouer des contacts dans les différents pays dans lesquels nous opérons à l'heure actuelle. Donc c'est pour cela que nous avons trouvé auprès des CCE un accompagnement à la fois bienveillant, pragmatique et efficace. Et ça nous a été d'une aide précieuse dans le démarrage et la consolidation de nos activités à l'étranger. Vous nous dites en un mot, qu'est-ce qu'un CCE? Derrière les initiales, qu'est-ce qui se cache? Des hommes, des femmes, chefs d'entreprise, actifs bénévoles, 160 je crois en Auvergne-Rhône-Alpes. Dites-nous un peu qu'est-ce qu'un CCE pour les gens qui ne le sauraient pas. Alors, un CCE, c'est d'abord un bénévole qui accompagne les entreprises aussi avec son retour d'expérience sur le volet international. Alors au niveau des CCE, en fait, les CCE ont quatre grandes missions. Donc c'est partager, faire bénéficier les entreprises de leur expérience et d'une certaine manière les parrainer. C'est également aussi donner envie aux jeunes d'aller. Je ne sais pas si. Si, je crois que ça marche. Allez-y. Ah, merci. C'est également aussi. Oui. Donc c'est également aussi donner l'envie aux jeunes d'aller à l'international via des témoignages dans les écoles. C'est aussi être en conseiller, apporter un conseil, un retour d'expérience aussi auprès des pouvoirs publics. Et il y a un quatrième rôle sur lequel je vais revenir, c'est le volet attractivité, merci Philippe, du territoire où là aussi il y a un souhait de partage d'expérience. Merci, et on voit qu'effectivement il y a une vraie complémentarité, notamment on a fait récemment, tous les partenaires de l'équipe Export Rhône-Alpes étaient dans une mission qui a été organisée au Canada, et ce qui a été bien, c'est qu'avant le départ, on a vu des conseillers du commerce extérieur qui sont actifs là-bas, on les a vus ici à Lyon, puis on les a revus également à Montréal, et la boucle comme ça était bouclée. Mais merci de votre témoignage. Olivier, on va passer à la troisième entreprise. Troisième entreprise, en effet, donc on passe à une autre thématique, puisque effectivement le développement à l'export nécessite souvent des relais financiers. Et pour illustrer ce point du financement, donc société Tecofi, société que nous connaissons bien avec Daniel Strazeri qui en est le dirigeant. Donc Tecofi, une société basée à Corba, dans le Rhône. Donc qui existe depuis 1985, spécialisé dans la robinetterie industrielle. Alors un habitué, un aguerri de l'international depuis plusieurs années, donc avec notamment 80% du chiffre d'affaires réalisé à l'export, donc chiffre d'affaires qui avoisine les 36 millions d'euros. Est-ce que Daniel peut nous expliquer les différents relais activés auprès notamment de BPI France pour accompagner le développement financier, en tout cas, de ton entreprise? Alors en fait, on a utilisé les services de la BPI à plusieurs reprises. Déjà, Tecofi a une histoire.
C'est-à-dire qu'on avait vendu la société, une société qu'on avait créée en 85, on l'a vendue en 2004 avec les cadres. Et en fait, on l'a rachetée en 2013. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce rachat d'entreprise en 2013, il fallait des financements. Donc, on est allé voir la BPI, on est allé voir aussi nos partenaires bancaires habituels, CIC, Banque Populaire, Crédit Lyonnais, et on a pu monter un pool et reprendre notre société. Donc, on a repris cette société en 2013. Ça s'est bien passé. On faisait quand même 80% à l'international, dont 50% sur la zone russophone, Russie, Ukraine. Et parce qu'on peut rappeler les différents pays où vous êtes présents, donc Cuba, Dubaï, enfin donc les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Vietnam, la Russie. L'Asie, l'Europe, il y a beaucoup de pays. Le Maghreb, l'Afrique. On est présent dans 80 pays. Et donc on avait quand même une très forte activité sur cette zone russophone. Et comme vous savez, il y a eu un petit conflit ukrainien-russe en 2014. Et là, c'est quand même inquiétant. Quand vous avez une entreprise qui fait la moitié de son chiffre d'affaires sur la Russie et qu'il y a une guerre, et que vous voyez... Alors, on n'a pas eu d'embargo en robinetterie. Il y a eu des embargos en produits agroalimentaires, mais pas en robinetterie. Seulement, nos distributeurs russes, eux, ont vu le rouble s'effondrer et n'avaient plus les moyens d'importer. Donc, notre chiffre d'affaires s'est effondré sur la Russie. On a perdu quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Et on a décidé de faire un plan. Il a fallu faire quelque chose. Donc on a revu et on trouvait qu'on n'avait pas assez développé nos autres secteurs d'activité géographiques, notamment la France, mais aussi l'Europe, mais aussi l'Asie, et tous les autres pays sur lesquels on travaille petitement depuis des années. Et on est allé voir la BPI, on est allé voir nos partenaires bancaires aussi, et on a fait un plan de développement, on a fait un financement, et on a fait une action, je dirais, avec... des investissements, déjà en ressources humaines, d'autres investissements pour pouvoir développer le plus rapidement possible nos autres secteurs. Je dirais que ça nous a quand même permis, la crise a démarré en 2014, le summum de la crise était en 2015, et en 2015 on a fait le même chiffre d'affaires que 2014. Donc je dirais, bon, on s'en est bien sorti, je dirais, de cette situation. Alors on a donc déjà recruté, on a recruté du potentiel commercial, de ressources humaines en commerciaux. Et puis, on n'a pas oublié non plus de continuer sur la Russie. Et on a créé en 2015 une filiale en Russie avec du stock. Nos distributeurs ne pouvant plus importer, on a amené nous-mêmes nos produits en Russie, en pleine crise. Et je dirais que cette année, en 2017, on fait un chiffre d'affaires très important. Et c'est une vraie réussite. L'activité dans la partie russophone redémarre. Je dirais maintenant, le problème, c'est surtout de répondre aux besoins. Okay. Donc, du coup, un recours, en tout cas en 2013, par rapport à cette reprise. On peut signaler en 2015 le recours à un prêt croissance internationale pour soutenir les investissements dans le développement export. Et puis, je crois aussi le recours, mais ça, on l'évoquera sur la partie implantation, qui concerne aussi la société, le recours à une garantie de projet international. Donc là, encore une fois, BPI France est un soutien sur, on va dire, la réalisation d'une filiale à l'étranger. Est-ce que... Et j'ai oublié de citer que tu étais, la société était BPI France Excellence. Oui. On est Excellence, on fait partie d'un groupe d'ailleurs avec certaines sociétés qui sont ici, ce qu'on appelle je crois que c'est le 360 degrés, on travaille là-dessus et on va faire 2 ans d'accompagnement avec la BPI pour essayer justement de nous aider à nous développer, à avancer. On essaie de transformer des PME en ETI, on espère en faire partie. D'accord, très bien. Alors je dirais aussi qu'on a été, donc sur la Russie, le développement, on s'est fait accompagner aussi par des structures privées, donc par exemple comme Altios International, qui nous a aidés et qui nous a permis la partie juridique. Donc on a créé la structure grosse juridiquement et on s'est même installé dans le sous-sol. Ils étaient au-dessus de nos bureaux à Moscou et on a même utilisé leur soutien commerciaux et comptables. Daniel, c'est ce qu'on voulait effectivement dire. Donc il y a l'aspect financier. Donc l'idée c'était vraiment, et on aura peut-être l'occasion d'échanger tout à l'heure avec la salle, de montrer qu'il y a les produits de la BPI qui sont là. C'est pas aussi compliqué peut-être que certains pourraient l'imaginer. Il suffit de taper à la bonne porte et il y a des produits très réactifs. Et donc effectivement, en vous développant à l'international, donc vous avez utilisé 2 cabinets privés qui font partie de l'OSCI, un organisme spécialisé en commerce international, qui regroupe l'essentiel des acteurs
secteur privé pour aider les entreprises. Donc je ne citerai pas les deux entreprises que vous avez utilisées, Boris Le Chevalier d'Altios et Jean-Pierre Cabli d'Export Pulse, mais dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Je parlais ce matin, j'ai croisé Jean-Pierre Lato, il était là, qui me racontait que vous aviez effectivement monté carrément un entrepôt. Enfin, ça paraît un peu pas évident, parce que comment ça s'est passé cet échange avec ces cabinets, et racontez-nous un petit peu ça pour donner envie peut-être aux autres entreprises de les utiliser. Alors en fait, on travaille sur Dubaï depuis quand même très longtemps. On avait un distributeur qui nous faisait petitement un chiffre d'affaires régulier tous les ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a quand même beaucoup de constructions à Dubaï. Nous, en tant que société de robinetterie industrielle, on s'est fait agréer par les bureaux d'études locaux et on a pu continuer à se développer. Et puis l'année dernière, on a décidé de s'implanter plus fortement pour différentes raisons. Déjà pour augmenter notre marché de Dubaï. Ensuite, on veut développer le Moyen-Orient. On sait que déjà la Syrie, le conflit va se terminer, donc il y aura quand même beaucoup de projets de reconstruction. Et puis Dubaï, c'est en face de l'Iran. On sait aussi que l'Iran s'ouvre, alors pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Les banquiers sont assez frileux d'ailleurs sur l'Iran, c'est pas facile de trouver une banque qui veuille bien y aller. Mais on essaye. Et donc on a décidé de créer cette structure avec du stock en offshore qui va permettre d'alimenter le marché dubaïais et d'alimenter le marché du Moyen-Orient. On peut aller même jusqu'en Afrique de l'Est. Et pour ceci, c'est pas si facile, parce qu'on nous dit, oui, vous allez dans la zone de Sharjah, et puis en vite fait, vous signez 3 papiers, vous avez votre société offshore en 3 jours. Ça, c'est faux. Il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes compliqués, des problèmes bancaires, c'est pas si simple, et on a besoin de soutien et de gens qui soient des gens locaux, qui soient compétents, et on a fait appel à la société Export Pulse avec Jean-Pierre Labrie, et en plein dedans, on est en train de finir, notre stock est en place, les équipes sont en place, il y a des problèmes de visa pour les salariés, on se retrouve avec des salariés philippins, indiens, syriens, donc je dirais... C'est pas si simple, il faut qu'il y ait des visas au nom de notre société, juridiquement c'est assez compliqué, quoi. Et heureusement qu'on a des soutiens de ce genre. Je dirais aussi que j'ai été soutenu historiquement par la CPME, moi je suis un membre actif et ancien de la CPME, avec qui on a fait tout notre développement à l'international. Merci. Alors effectivement, lorsqu'on a préparé cette conférence, tu m'avais confié que le VIE dont j'ai parlé tout à l'heure, le volontariat international, qui est un dispositif qui peut booster une prospection commerciale, peut aussi servir dans une phase d'étude d'implantation. Je crois que c'était le cas au Vietnam, tu me disais, donc peut-être un petit mot là-dessus sur... Tout à fait. Alors, le VIE, moi j'ai utilisé il y a très longtemps lorsqu'on a créé nos structures de fabrication à Shanghai. À Shanghai il y a 15 ans, mais ensuite au Vietnam, je vais en parler. On a mis un jeune qui a été présent dans notre unité, qui nous a bien aidés. On a vu qu'il allait souvent en boîte de nuit, hein, c'est des VIE. Il faut toujours se rappeler qu'un VIE, c'est un jeune, quand même, mais enfin sympathique, il a développé. Et puis là, récemment, on est allé au Vietnam. Du moins, on travaillait déjà sur le Vietnam, mais on a mis un VIE il y a, je crois, 4 ans, en 2013. Quand on a repris la société, on a tout de suite mis un VIE qui était basé à l'Erail à l'époque, qui existait toujours. Et il a permis de faire un développement, étude de marché, de commencer à nous faire bouger sur ce marché. Et le chiffre d'affaires s'est développé, on a un chiffre d'affaires intéressant. On vient de prendre un très gros contrat pour la construction d'une tour, la Vietinbank à Saigon. Et actuellement, on a un projet qui va arriver, qui est la création de notre filiale d'assemblage et commercial au Vietnam. Parce qu'au Vietnam, c'est difficile de ne faire qu'une société commerciale. Il faut aussi une connotation assemblage, c'est la réglementation locale. Donc on est en train de travailler là-dessus. Mais le VIE nous a vraiment fait bouger au départ. C'est quand même moins coûteux. C'est un jeune. Par contre, je dirais, il ne faut pas lâcher un jeune dans la nature sans qu'il y ait une structure, un suivi, un management et des gens de l'entreprise qui fassent les allers-retours aussi pour ne pas l'abandonner. Parce que souvent, on voit des gens qui mettent des entreprises qui mettent des VIE à l'étranger et puis qui les oublient un peu. Et ça, il ne faut pas le faire. Non, effectivement, l'encadrement du VIE est essentiel. Alors c'est vrai qu'après, il faut s'appuyer sur des... Si l'entreprise n'a pas de structure dans le pays, on peut s'appuyer sur... des partenaires, des sociétés, des chambres de commerce françaises à l'étranger. On citait le cas d'Altios, par exemple, aussi, qui héberge, qui accueille des VIE. Donc, de toute façon, il existe aujourd'hui tout un tas de solutions possibles pour encadrer et faire en sorte que ça marche. Donc, en fait, c'est l'illustration en fait, que pour une bonne implantation,
c'est un mix en fait de différents outils, c'est-à-dire l'expertise des cabinets qui savent faire, et puis à la fois se doter de bonnes ressources autour. Et je crois qu'on passe maintenant donc à la thématique suivante. Je voudrais juste dire un tout petit mot. On utilise tous les outils. Donc, par exemple, beaucoup de salons. On utilise énormément le soutien de Business France pour des salons à l'étranger. Nous, cette année, par exemple, on a fait 14 salons à l'international. Et on a utilisé Business France dans certains cas. Mais on utilise aussi bien les compétences privées que les compétences publiques. Bon, le tout a un coût. Bien sûr qu'il faut payer à un moment. Mais je dirais, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on se développe. Merci Daniel. Et d'ailleurs, c'est le but de cette équipe. C'est une équipe d'un partenariat, on pourrait le dire public-privé, puisqu'il y a des acteurs publics et des acteurs privés, mais qui sont mis surtout au service des entreprises. Quatrième entreprise, et merci encore de votre présence, donc le Joint Technique, avec le patron Henri Pain, qui a une longue expérience dans le secteur du caoutchouc et des plastiques haute performance. Henri Pain a créé en 1975 le Joint Technique et aujourd'hui, comme produit, fait des pièces moulées sur plan, des joints, différentes sortes de joints, notamment silicone ou pour les salles blanches. 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour 2017, pratiquement la moitié du chiffre d'affaires à l'export, avec des sites de production à Lyon, bien sûr. C'est une société, j'aurais dû le dire, de Saint-Genis-l'Argentière, à Tunis et à Shanghai. Alors, peut-être vous nous direz un mot en complément sur votre société, et puis surtout nous dire, et Madame la vice-présidente André Laurent le disait tout à l'heure, le chasser en meute. Et donc, vous avez pu profiter d'une des nombreuses missions organisées par les CPME, et cette année, je crois que c'était au Maroc. Donc, pour nous dire ça, donc peut-être un mot sur la stratégie internationale de Joint Technique, et puis un mot sur cette mission. Monsieur Pain, merci. Bon, pardon, excusez-moi, je vais avoir ça fonctionne là-dedans ou pas? Oui. Une petite voix, donc je me rapproche du micro. Le Joint Technique, nous avons, c'est un peu atypique dans la mesure où nous sommes des purs sous-traitants et que nous sommes excessivement dépendants de nos clients qui sont les donneurs d'ordre et qui sont les payeurs qui nous permettent de faire les chèques à nos employés en fin de mois. Petite rectification, nous sommes nous sommes des fabricants de joints, effectivement, d'élastomères. Élastomère, c'est-à-dire c'est du caoutchouc, avec plus des silicones et des thermoplastiques élastomères. Nous travaillons sur des cahiers de charges que nous confient nos clients, à nous de proposer les meilleures solutions technico-économiques. Une petite rectification, notre chiffre d'affaires aujourd'hui, il n'est pas de 6 millions, mais de 9 millions. C'est important. Vous l'avez souligné, j'ai créé ma société en 1975, donc ça se voit, je ne suis pas un débutant. Et j'ai voulu donner une connotation internationale parce que je suis quand même à la base un pessimiste, je dirais, un pessimiste naturel. C'est-à-dire que j'ai toujours pris en compte que les activités industrielles en France étaient très difficiles. La mondialisation n'a pas favorisé les choses. Les grands groupes se sont exportés leurs services et ne nous ont laissé que des miettes. Donc il a fallu intégrer dans nos processus, notamment un processus d'internalisation, de s'intéresser à l'export. Alors c'était pas facile parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très dépendants de nos clients. Et si notamment nous intervenons à hauteur de 45%, on va dire, dans le secteur automobile, et que pour pouvoir, disons, exporter, il faut que les grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire des équipementiers automobiles, nous confient des projets et qui ensuite puissent aller donc permettre des ventes sur des pays européens, beaucoup de pays européens, et à l'international, et sur d'autres continents, pardon. Sur la mission Maroc, alors petit peu ce chasser en meute dont on parle souvent. Chasser en meute, et moi j'ai fait beaucoup de missions, j'appartiens à différents clubs. La grande famille de la CPME, d'ailleurs ici présente. J'ai fait le Maroc, effectivement, mais j'ai aussi fait récemment l'Iran avec la CPME. Alors le Maroc, c'était une mission très sympathique, je connaissais déjà le Maroc. Nous avons des clients au Maroc, mais c'est très limité parce que ça concerne exclusivement donc, le secteur du gaz,
où nous sommes des fournisseurs de joints pour les bouteilles et tous les systèmes, disons, de régulation des gaz. Pour l'Iran, c'était pas tout à fait une découverte parce que j'avais fait un petit voyage professionnel un peu auparavant dans le cadre d'une mission, je dirais, franco-iranienne pour signer des accords sur le secteur de la plasturgie. Et la CPME, donc, qui organisait ce voyage sur l'Iran, donc fin juin, début juillet, m'a invité à rejoindre le groupe. Donc c'était une mission très intéressante. J'en suis revenu avec une proposition pour faire un joint venture. C'est en cours, voilà, ça va se développer. Donc je précise que nous faisons actuellement, donc je l'ai dit tout à l'heure, 45% de notre chiffre d'affaires à l'export, 30% environ sur l'Europe très, très large, et les autres 15% sur les autres continents, dont la Chine un peu, et je l'espère prochainement aussi, peut-être l'Amérique du Sud, où je reviens d'une mission avec nos amis de BPI France et CIC, sur la Colombie et sur le Chili. Voilà. Et votre sentiment alors là sur parce qu'effectivement c'était la semaine dernière, hein, je crois, en C'était Colombie. la semaine dernière. Il y avait René qui était. René. Voilà, c'est ça. Vous ne racontez pas nous plus, mais comment ça s'est passé en Colombie? Enfin, les opportunités. C'est pas les pays qui vont nous permettre de faire exploser notre chiffre d'affaires à l'export, non, pas du tout. Hein. La mission CPME donc sur l'Iran était plus enrichissante, nettement plus enrichissante. Mais je suis un curieux de nature et dans ma fonction de président qui est, d'impulser, la dynamique internationale, la dynamique à l'export. Donc je suis allé naturellement sur la Colombie et le Chili. Mais bon, le Chili, pas de constructeur susceptible d'utiliser des joints sinon du commerce et de la revente. Sur la Colombie, c'est un peu mieux puisque je ramène une consultation d'un fabricant d'amortisseurs avec des pièces très techniques qui nous intéressent. Voilà. Donc effectivement, donc les missions, le fameux chasse en meute, ça permet de découvrir des marchés, de nouer des contacts. Donc c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur cette programmation régionale donc portée par la CPME, les chambres de commerce. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'acteurs soutenus par la région qui sont à l'initiative de ce genre de mission. J'aimerais simplement, ça a été évoqué dans le cadre du CES à Las Vegas, donc le fait qu'il existe aussi un agenda pour les entreprises françaises pour découvrir de nouveaux marchés, participer à des salons ou faire du business, eh bien c'est le programme France Export. Donc le programme France Export qui était l'agenda donc des événements à l'international qui vont permettre aux entreprises de participer à des opérations. Donc soit sous un pavillon France, soit lors de rencontres acheteurs. Donc il y a un programme aujourd'hui d'environ 500 opérations soutenues par l'État. Il peut y avoir dans certains cas des financements régionaux, mais effectivement on l'a bien entendu en tout cas par votre témoignage que ça permet voilà, de prendre la température et en tout cas de comprendre, ça a été le cas de la Colombie, de comprendre que bon, c'est pas forcément évident dans tous les cas. Oui, oui. Non mais pardon. Vous évoquiez donc nos partenaires et on parlait excusez-moi, de la CPME. Je voudrais simplement dire, mais je pense que chacun des présents ici le savent, que le fait de faire des missions collectives, c'est des tickets gagnants, c'est-à-dire que il y a une publicité qu'on entend régulièrement actuellement d'un marchand fabricant de lunettes qui dit je m'occupe de tout et vous occupez de rien. C'est un peu ça, hein, les missions dans ces PME, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils s'occupent de tout. Il y a du ciblage, il y a l'organisation des rendez-vous, il y a les hôtels, les avions, etc. Je veux dire, on n'a plus qu'à se consacrer à notre cœur de métier et donc et nous faire notre prospection. Ok, merci. On arrive bientôt à la fin du temps qui nous était imparti. Peut-être deux compléments d'information. Donc, on n'a pas pu parler de tout, mais il y a également l'État qui, à travers la Directe, propose également différentes aides et également le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes à travers un produit qui s'appelle Export Direct, qui sera d'ailleurs présenté demain avec plusieurs chefs d'entreprise. En conclusion, Daniel, tu veux leur dire un petit mot ? Juste une réflexion, une information. Je voulais dire que le monde bouge, il bouge très vite.
Et par exemple, aujourd'hui, on a vu arriver, on s'est rendu compte que la Chine était plus proche de l'Europe. La Chine est plus proche de l'Europe parce qu'il y a un train maintenant qui reprend l'ancienne route de la soie et qui vient livrer des marchandises et du matériel par train. Donc ça vient simplement de réduire les temps de transport, de les diviser par 2. Avant c'était 2 mois, maintenant c'est 3 semaines, 1 mois. Et c'est un flux qui risque d'arriver très fortement de Chine. Donc c'est un élément à tenir compte. Un deuxième point, c'est qu'en Chine, la Chine lutte contre l'environnement. Les problèmes de pollution et lutte pour l'environnement, pas contre l'environnement, pour l'environnement. Et qu'aujourd'hui, par exemple, ils ferment toutes les industries polluantes, les fonderies, les transformations de l'élastomère, etc. Que tout se regroupe et qu'aujourd'hui, les prix montent en Chine. Donc ça peut être aussi un paramètre qui, un de ces jours, va peut-être replacer d'autres pays du monde au niveau économique, en meilleure position. Voilà, simplement. Le monde bouge tout le temps, il faut toujours adapter, toujours être à l'écoute et en veille. Et c'est vrai que quelque part, c'est cet aspect un peu volatile des marchés, enfin, on ne sait pas trop comment évoluent les choses. C'est vrai que ça peut générer une part de risque, et c'est vrai que du coup, Bpifrance aussi, Assurance Export, peut intervenir dans ce cas. C'est vrai qu'il y a un outil qui s'appelle l'assurance prospection, qui est une garantie contre l'échec commercial d'une prospection à l'étranger. Donc ça permet à une entreprise qui engage quand même des frais pour se développer sur un marché, sur des salons, sur des voyages, etc., de ne pas avoir de certitude sur le retour sur investissement. Et c'est vrai que le fait d'avoir un soutien et éventuellement une contrepartie qui est remboursée au travers de cet outil peut être intéressant. Et peut inciter d'ailleurs un chef d'entreprise à franchir le pas. Par le passé, j'ai beaucoup utilisé l'assurance prospection, qui à l'époque s'appelait même l'assurance prospection simplifiée quand on était débutant. Et c'est un mécanisme donc, qui existe toujours, hein, on est bien d'accord? Oui. Et il y a même, alors je ne connais pas la teneur, mais il y a même des évolutions encore qui vont simplifier encore davantage le dispositif. Je trouve que pour des sociétés qui démarrent, ou des primo-exportateurs, ou qui ont des actions bien ciblées, c'est un outil extrêmement intéressant. Ça oblige à l'analyse, ça oblige à la réflexion, à faire des budgets, à se donner un cadre, à faire aussi des objectifs, et ça évite de travailler que sur l'opportunité et sur les coups de tête. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et financièrement, ça encourage les entreprises à y aller. Merci beaucoup. Pour conclure, peut-être un petit mot sur l'événement à venir. Oui, déjà, je pense qu'on peut remercier Monsieur Polini, Madame Crémonac-Nocard, Monsieur Strazeri et Monsieur Pin d'avoir donné de leur temps. Donc là, vous pouvez les applaudir. Hein, voilà. Vous donnez rendez-vous, bien entendu, sur le stand de l'équipe Export Auvergne-Rhône-Alpes, où tous les partenaires seront présents pendant ces 2 jours, avec également une table sur la Suisse et une sur l'Afrique subsaharienne. Dire que presque tous les pays dont on a parlé sont présents, notamment à travers des sociétés privées de l'OSCI, donc n'hésitez pas à aller prendre des rendez-vous. Et puis effectivement, après Classe Export, le grand rendez-vous de 2018, puisque ça sera les 10 ans de la quinzaine de l'international qui aura lieu du 19 au 29 mars 2018. Donc merci en tout cas à toutes et à tous, et bon vent et bon export. Merci.